Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce jeudi 22 novembre, il y a trop de fêtes votives. Pour le préfet du Gard, il faut réduire le nombre de jours de fêtes qui mobiliseraient notamment trop de gendarmes. Un attentat au gaz sarin simulé dans le tramway de Montpellier. L'exercice Grandeur Nature a mobilisé une centaine de membres des services d'intervention ce matin. Et puis le MHSC qui quitte la Ligue des Champions. Les footballeurs montpelliérains ont été battus 2-0. C'était hier soir à Arsenal. Les fêtes votives visées par le préfet du Gard, Hugues Bouzige, veut réduire le nombre de jours de fêtes dans le département. Selon lui, ces fêtes votives engendrent des dérapages et mobilisent trop de gendarmes. Une démarche qui risque de ne pas faire l'unanimité auprès des maires du Gard. Détails et réactions, Olivier Michel et Elsa Gonzalez. Des fêtes votives gardoises pourraient être supprimées et d'autres raccourcies sur la durée. Voilà ce qu'envisage le préfet du Gard pour l'été 2013. En cause, les incidents de l'été dernier entre rixes et propos racistes qui avaient nécessité la mobilisation des forces de gendarmerie. Donc je vais faire l'inventaire d'ailleurs du nombre de fêtes votives de façon très précise, le nombre d'heures gendarmes consacrées à assurer cette sécurité et le nombre de plaintes enregistrées à chaque fois sur un grand nombre d'entre elles. Donc je souhaite en parler avec les maires et obtenir peut-être que l'on diminue peut-être la durée des fêtes votives, que certaines manifestations prévues soient supprimées, celles qui donnent lieu à incidents en termes de rixes, etc. Et puis peut-être dans certains endroits, les remplacer par autre chose, aussi convivial et chaleureux, mais qui ne soit pas la fête votive traditionnelle. Dans la ligne de mire du préfet, déjà 2 communes, celles de Saint-Gilles et du Quélard. C'est pas parce qu'un groupuscule de petits irresponsables font des bêtises que tout le monde doit payer pour ça. Aujourd'hui, il est évident que si chacun ne prend pas ses responsabilités, eh bien de plus en plus on nous mettra des interdits. Une remise en question de l'existence des fêtes votives qui va faire débat. Dans la balance, leur rôle de lien intergénérationnel, de facteur d'intégration ou de prise de responsabilité pour la jeunesse, comme ont pu le souligner les maires cet été. Et moi, je me sers de la fête pour pouvoir faire participer l'ensemble de la population, c'est-à-dire les faire sortir de chez eux et avoir cette cohésion qui n'existe plus à Beaucaire. Chaque année, il y a de nouveaux jeunes qui font la fête votive avec les anciens et voilà, ça se passe très bien. Je pense que c'est important que la tradition se perpétue et je crois qu'il faut transmettre ça aux nouvelles générations. Des maires que le préfet devrait rencontrer d'ici la fin de l'année pour une prise de position annoncée début 2013. Y a-t-il eu des ratés dans l'enquête autour de la disparition de Chloé? L'adolescente de 15 ans est rentrée chez elle à Barjac une semaine après son enlèvement. Elle avait été retrouvée dans le coffre d'une voiture en Allemagne. Son ravisseur présumé, Kamel Boussla, avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Il avait quitté la prison de Béziers il y a 2 mois à peine et n'avait pas répondu à la convocation du service de probation. Et pourtant, sa piste ne semble pas avoir été suivie par les enquêteurs. Des questions soulevées lundi au ministère de la Justice qui avait convoqué plusieurs magistrats du Sud-Est, et notamment la question du suivi des ex-détenus inscrits sur le fichier des délinquants sexuels, le FIGES. Écoutez. Nous avons appris au cours de la réunion de lundi que Boussla avait été inscrit au FIGES au moment de sa condamnation. Et les textes prévoient que, en cas d'incarcération et en cas de libération, les mentions concernant l'incarcération et la libération sont portées au FIGES par le greffe de l'établissement pénitentiaire. Et cette question a été évoquée lundi et le directeur de cabinet a fait savoir que des investigations seraient effectuées pour déterminer dans quelles conditions ces inscriptions ont été faites ou n'ont pas été faites au FIGES. On n'évitera jamais à tel ou tel moment telle ou telle difficulté, mais il faut que nous fassions en sorte d'améliorer le système. Et je dirais que dans cette affaire-là, nous avons lundi travaillé dans cette perspective d'amélioration du dispositif et de recherche de solutions.
Et puis un patron de discothèque a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la bombe posée devant la discothèque l'Eucalyptus, quartier près d'Arène à Montpellier. C'était le 31 décembre 2011. Selon le SPRPJ, l'engin explosif était bien destiné à tuer. Le suspect, notamment propriétaire de la Dune à la Grande Motte, est déjà connu des services de police, a été identifié grâce à des analyses ADN. Il est déféré devant le juge d'instruction et accusé de tentative d'assassinat et de destruction par explosif. Écoutez. Toutes les hypothèses d'enquête et l'une de ces hypothèses s'est avérée positive, confortée par le fichier national des empreintes génétiques, puisque des prélèvements avaient pu être effectués sur l'engin explosif, et ces prélèvements ont permis donc d'extraire un ADN, une empreinte génétique, et le suspect étant déjà répertorié dans le fichier. Le fichier nous a informé donc il y a environ un mois de l'identité de l'auteur de cette affaire. Les 2 militants de Greenpeace qui avaient réussi à s'introduire dans la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche en décembre dernier, condamnés à 4 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende aujourd'hui par la Cour d'appel de Nîmes. Une peine qui va au-delà des réquisitions du parquet général qui demandait une amende de 1 500 €. En première instance, les 2 activistes avaient été relaxés. Ils étaient restés 14 heures dans le centre de stockage des déchets de la centrale pour prouver que le site nucléaire n'était pas sécurisé. Un attentat terroriste sur le tramway de Montpellier. L'attaque fictive au gaz sarin a fait plusieurs dizaines de victimes ce matin, station Occitanie face au CHU La Péronie. L'exercice a mobilisé une centaine de membres des services d'intervention, des pompiers, du CHU, de la police ou encore de la ville. Objectif, tester l'efficacité du plan Orsec, le dispositif d'organisation de la réponse de sécurité civile. Reportage Mouad El Yakabi. Un tramway non-metteur et un désir, celui de tester l'efficacité de l'Orsec, l'organisation de la réponse de sécurité civile. Afin de coller au mieux aux conditions d'un vrai attentat, les secouristes, bien qu'au courant de l'exercice, ignoraient tout de la nature de l'attaque. C'est donc après l'attentat qu'un de leurs collègues donne l'alerte et les informe qu'il s'agit du gaz sarin. Donc ils prennent en compte tous les éléments que je leur ai donnés et vont mettre en place le dispositif pour pallier donc toujours à la situation qui est particulière. Les secours arrivent quelques minutes plus tard. Une fois sur place, les pompiers enfilent et calfeutrent leurs combinaisons avant d'investir le tramway pour secourir les premiers blessés. Ils seront déplacés à quelques mètres de la zone d'exclusion pour y recevoir les premiers secours. Pour cela, chaque figurant porte un badge avec la nature de sa blessure. Certains souffrent d'hémorragie, d'autres de crises convulsives. Les secouristes doivent s'adapter à chaque cas, tout en essayant de rassurer les rescapés. Pas une mince affaire. Pendant ce temps-là, la station de tramway est transformée en décor de film catastrophe. Un poste médical avancé y est installé pour trier les blessés avant de les dispatcher sur les hôpitaux alentours. Les secouristes doivent prendre en compte plusieurs paramètres, comme le sens du vent et sa vitesse. Tout ceci en quelques minutes. Les matériels ont été montés dans un temps très rapide, tout fonctionne, tout le monde s'est mis en ordre de marche dans un délai extrêmement court. Les services sont prêts, sont en ordre de marche, sont opérationnels dans ce scénario qui est pourtant peu probable et c'est le degré de satisfaction pour nous ce matin. L'attentat fictif a fait 1 mort, mais rassurez-vous, ce n'était qu'un mannequin en plastique. Les cheminots du Languedoc-Roussillon étaient en grève aujourd'hui. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté devant l'hôtel de région à Montpellier ce matin à l'appel des syndicats CGT, Sudrail et FO. Ils dénoncent le service annuel 2013 qui prévoit notamment une baisse de l'offre ferroviaire, une baisse du trafic qui fait craindre aux syndicats la suppression d'une centaine de postes. Écoutez. Aujourd'hui, on est là pour refuser un véritable plan social qui se prépare à la SNCF avec le service annuel 2013 où la direction régionale supprime un grand nombre d'emplois, réduit les horaires des gares et supprime des trains, même ils sont remplacés par des bus. Donc c'est un coup bas au service public. Donc on est là aujourd'hui pour défendre les services publics et demander à l'autorité organisatrice qui est le conseil régional, puis c'est elle qui dirige quand même les TER sur la région, de refuser le plan que va proposer la SNCF. Parce qu'on réduit considérablement l'offre aux usagers et le service public, c'est pas ça.
Et puis le ras-le-bol des salariés de la CAF, les syndicats CGT, FO, CFE, CGF appelaient à la grève aujourd'hui pour protester contre les fermetures annoncées de certains sites en France et la suppression d'un millier de postes. Une mobilisation qui intervient alors que la CAF de l'Hérault est fermée au public depuis jeudi dernier et jusqu'à demain soir pour rattraper le retard accumulé sur le traitement des dossiers des allocataires. Mouvement de grève à l'AFPA également. L'organisme de formation accuse un déficit de 75 millions d'euros. La semaine dernière, le président de l'Association nationale de formation professionnelle pour adultes a annoncé la suppression de 500 postes sans licenciement d'ici 2015. Et aujourd'hui, les salariés se sont mobilisés. Une manifestation a eu lieu à Paris cet après-midi et ce matin à Nîmes, les grévistes se sont regroupés devant leur centre de formation. Regardez. L'AFPA, depuis quelques années déjà, vit une situation difficile économiquement parlant, notamment par rapport à la décentralisation des fonds aux conseils régionaux. S'est retrouvé donc positionné sur le marché de la concurrence avec un élément majeur qui nous a mis en difficulté, c'est que l'AFPA n'a pas de fonds propres. On essaye d'éviter les fermetures de tous les centres AFPA, puisque au-delà de la fermeture, pour nous salariés, ça serait une perte d'emploi, mais surtout on pense à tous les stagiaires qui franchissent ce portail tous les jours pour venir se former, pour apprendre un métier. Et donc la disparition de l'AFPA, c'est aussi priver toutes ces personnes de formation professionnelle. Voilà. On est nombreuses sur l'AFPA, mais le souci c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir notre examen au mois de mars, parce que la fermeture au mois de janvier cause un gros souci, quoi. Le 16e Forum régional de l'emploi s'est tenu aujourd'hui au cinéma CGR de Latte, près de Montpellier. Plus de 2000 candidats sont venus dénicher un job, chômeurs, étudiants ou encore travailleurs précaires. 40 entreprises de secteurs aussi divers que la grande distribution, la banque, les services à la personne ou encore le bâtiment étaient présents avec une offre de 380 postes à pourvoir et parfois des difficultés à recruter. Il y a aussi des chefs d'entreprise ici qui ont des besoins de recrutement dont ils n'arrivent pas à les trouver. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ne trouvent pas le personnel demandé. Encore ce matin, qui disaient « écoutez, merci d'avoir organisé ce forum parce que nous, on ne trouve pas le personnel demandé ». Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la fois on se retrouve aujourd'hui avec 160 000 demandeurs d'emploi, mais à la fois on se retrouve avec des entreprises qui recrutent et qui ne trouvent pas. On a quelques difficultés à recruter, mais parce que le marché de l'emploi est un marché qui est un peu chahuté, parce que d'une part on est dans une période économique qui est un peu difficile, donc il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais d'autre part, je pense que les entreprises qui recrutent doivent faire l'effort de mieux présenter leur poste et peut-être même de mieux vendre leur poste. On a du mal à avoir des gens motivés dans le sens où avoir envie de faire ce type de métier, nous on vend en particulier et c'est vrai que voilà, il y a des a priori et donc cette manifestation nous permet de voir beaucoup de monde sur une seule journée et c'est intéressant. La Ligue des Champions, c'est fini pour le MHSC. Hier soir, les Gunners sont battus les footballeurs montpelliérains 2-1 à Arsenal. Compte rendu du match, Rudy Dahan. Une victoire pour continuer d'y croire. Voilà l'objectif que s'étaient fixé les Montpelliérains hier soir. En déplacement à l'Emirates Stadium d'Arsenal, les Héroltais ont tenu la dragée haute aux Londoniens. En tout cas pendant une période, puisqu'après 45 minutes, le MHSC est rentré au vestiaire sur un score nul et vierge. Mais cela n'a pas duré. David contre Goliath et la légende n'est pas toujours respectée, puisqu'avec une logique implacable, c'est Jack Wilshere qui ouvre la marque pour Arsenal à la 49e minute. Lucas Podolski limite à la 62e. Et de quelle manière une sublime reprise de volée qui efface tout espoir montpelliérain de continuer sur cette scène européenne cette saison. 2-0, c'est le score final à l'Emirates Stadium. En Ligue 2, le Nîmes Olympique se prépare à recevoir Lens. Le Racing Club des Nordistes ne compte que 2 points de plus que les Crocos et occupe la 8e place du classement. Les Nîmois qui sont plutôt sereins, surtout depuis leur qualification pour le 8e tour de la Coupe de France le week-end dernier face à Luznac, un partout. Regardez. Lens reste sur, je crois, 6 matchs sans défaite. Depuis qu'il y a eu le changement d'entraîneur, à part le 4-0 qu'ils ont pris, je crois, à Nantes, ils ont bien réagi, ils ont fait de bons résultats. C'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts, qui est composée de joueurs de qualité. Donc il va falloir une équipe de Nîmes à son meilleur niveau pour les battre. Le championnat, on le voit, on est quand même, je crois, 5 ou 6 équipes à 17 points. Ça veut dire que c'est très serré. Mais tu te rends compte aussi que si t'en perds un, ça devient difficile. Si t'en gagnes un, tu peux passer dans la première partie du championnat.
Nîmes-Lens, c'est demain soir au Stade des Costières, coup d'envoi 18h45. C'est tout pour aujourd'hui. On retrouve Olivier Roiran demain à 12h30 pour le JT de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.